Salut tout le monde, ici Rémi. Aujourd'hui, je vais vous faire une capsule un petit peu différente. En fait, je vous amène dans une entrevue. En tant que propriétaire immobilier, ça peut arriver qu'on rencontre toutes sortes de clientèles dans nos logements et il y en a pour certains qui vont avoir besoin d'aide pour le paiement de leur loyer. Comme j'avais moi-même des questions sur le sujet, j'ai décidé de faire une entrevue avec la directrice de l'ORH. Ça, en fait, c'est l'organisme qui gère toutes les subventions pour les loyers ici dans la région. Voici donc l'entrevue que j'ai faite avec elle et ça se trouve à être séparé en 3 sections. La première section, c'est en fait tout ce qui est global par rapport aux subventions, voir comment ça fonctionne, c'est quoi tout ça. Le deuxième segment, qui débute à peu près à 5 minutes de la vidéo, ça s'adresse aux locataires qui auraient besoin d'aide pour se loger. Donc, c'est quoi les critères d'admissibilité, c'est quoi les façons de faire pour habiter là-bas. Donc ça pourrait vous intéresser. Et le troisième segment, qui va débuter lui autour de 15 minutes, en fait, ce segment-là, ça s'adresse aux propriétaires. Donc, ça implique quoi pour les propriétaires d'avoir des logements subventionnés, d'avoir des locataires qui ont accès à ces subventions-là? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Bonne écoute! Alors, salut tout le monde! Aujourd'hui, je l'ai dit, on se retrouve avec France. Donc, bonjour France, peux-tu te présenter un petit peu? En fait, je suis la directrice de l'Office régional d'habitation de l'Érable. Donc, l'ORH? L'ORH, oui. Et l'ORH, c'est quoi ça? L'Office d'habitation, en fait, nous, on fait la gestion de tout ce qui est les programmes HLM, PSL, ACL. Beaucoup d'acronymes ici. PSL, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? OK. On débute par HLM. HLM, qui est une habitation à loyer modique. Donc, quand on parle de HLM, c'est un bâtiment avec la clientèle à l'intérieur. C'est un bâtiment. Est-ce que ce bâtiment-là est public ou c'est un bâtiment d'un promoteur privé? Ça appartient à la Société d'habitation du Québec, tous ces bâtiments-là. OK. Ils sont subventionnés à 90 par la SHQ et la SCHL et 10 par la municipalité. Donc, l'argent vient un peu du public et c'est ce qui aide à payer le bâtiment et à avoir des loyers modiques pour les gens à l'intérieur. Effectivement. OK. On a parlé aussi de PSL? PSL, Programme de supplément au loyer, qui sont des subventions dans le privé. On fait affaire avec des propriétaires au privé pour avoir des logements pour nos clients qui demandent des logements subventionnés parce que dans nos immeubles, actuellement, notre clientèle, c'est pour les personnes âgées et les familles. C'est les seuls logements qu'on a. Okay. Donc, si on a des personnes seules d'environ 30 ans, 40 ans ou des familles pour qui on n'aurait pas assez de logements, à ce moment-là, on va vers les PSL, les logements au privé. Fait que ça vient combler un manque qu'il y avait au niveau des HLM. Oui. Puis tu as dit aussi un autre acronyme? ACL, c'est une autre chose. ACL, c'est aussi un bâtiment, c'est un accès-logis. Fait qu'il y a beaucoup de possibilités pour quelqu'un qui est un peu plus démuni et qui a besoin de se loger. Il y a des fonds publics qui sont là au travers de ces programmes-là. Effectivement. Donc, l'ORH, c'est ici dans la région de l'Érable, mais on parle souvent d'OMH. OMH. Donc, c'est quoi les différents paliers gouvernementaux ou les différentes choses autour de ça? OMH, si on y va avec le terme exact, ça veut dire Office municipal d'habitation. ORH, Office régional d'habitation. C'est les mêmes fonctions qu'un office d'habitation ou un office municipal d'habitation. Parce que tu peux retrouver les trois acronymes. Okay. ORH, OMH ou OH. Mais c'est la même chose. Et ça, bon, ici dans la région, toi, tu es la directrice de l'organisme ici. Ça se trouve partout au Québec? Oui. Dans toutes les régions? Dans toutes les régions. Ici même, là, dans la MRC, vous gérez combien de loyers? Ça représente combien de personnes qui ont accès à ces subventions ou ces choses-là? OK. Au niveau des HLM, on a 126 logements. Au niveau des subventions PSL et ACL, on a une 50aine de clients aussi. Donc, quand même, vous gérez 175 portes, on pourrait dire. Environ, oui. OK, quand même. C'est quoi, justement, là, on a parlé des critères, mais à part les critères de sélection, une famille, personne âgée, c'est quoi la différence entre réellement d'être dans un HLM ou d'être dans un loyer subventionné? Est-ce que c'est la même chose, c'est seulement les critères ou il y a quand même des choses différentes? Il n'y a pas vraiment de changement au niveau des critères d'admissibilité. C'est à peu près les mêmes. Je te dirais, c'est peut-être au niveau des services qui peuvent être différents dans un HLM versus un PSL dans le logement privé. Parce que c'est un propriétaire privé, donc il a accès à un petit peu plus de contrôle par rapport à un HLM que vous avez le contrôle, sinon c'est le propriétaire privé. Oui. Donc maintenant, on va parler des critères et des façons de faire si jamais vous avez besoin d'aide pour pouvoir payer votre logement.
Et en tant que propriétaire, je trouve que c'est quand même important de connaître cette réalité-là pour nous aider à mieux comprendre. Comment un locataire peut tout d'abord obtenir un loyer subventionné ou aller dans un HML? Comment ça marche, un HLM? Comment ça marche? Quelle démarche qu'il doit faire? OK. La première démarche, c'est de nous appeler. OK. On a un formulaire à compléter. On demande un certain renseignement aux gens. Donc, ça prend, pour analyser la demande du demandeur, ça nous prend les preuves de revenus, ça nous prend sa preuve de résidence, parce qu'on a quand même un territoire de sélection qui est la MRC de l'Érable, là, pour nous. Fait que la personne, est-ce qu'elle doit déjà habiter dans la région pour pouvoir y avoir accès ou elle peut déménager dans la région? Je te dirais que la norme veut que sur 24 mois, la personne ait habité 12 mois consécutifs sur le territoire. OK. Ce qu'il faut comprendre, que pour être admissible, il faut être à faible revenu. Hein, le logement primodique, ça le dit. Des revenus en bas de 21 000. Juste pour te faire un topo, une personne seule, c'est des revenus en bas de 21 000. C'est le premier critère là, qui doit être respecté. Si la personne est au-dessus de ça, 30 000, non, on ne peut pas accepter. Ça, c'est autant pour les HLM que les loyers subventionnés? Tous les logements. Les mêmes critères? Oui, c'est tous les mêmes critères. Okay. Oui. Okay. Si tu me parles d'une personne, une dame avec un enfant, c'est un exemple, le revenu minimum considéré, c'est 26 000. OK. Fait que ça augmente selon les critères. Oui. Si quelqu'un arrive, tu as 2 personnes dans le ménage qui travaillent, donc ils peuvent avoir des revenus de 50 000, ce qui peut-être paraît pas énorme, mais pour un logement primodique, ça passe pas. On a vraiment, là, je te dirais, un couple avec 1 ou 2 enfants, ça tourne autour de 28 000, les revenus maximum. Ça, il faut comprendre aussi une chose, c'est les revenus de travail ou c'est les revenus d'assurance parentale. Et ça n'inclut pas non plus les allocations familiales. C'est quand même des bons montants, mais que nous, on ne tient pas compte. Fait que l'aide sociale embarque aussi sur le programme. Oui. Donc, quelqu'un sur l'aide sociale peut se retrouver en HLM. Oui. Il faut que la catégorie du logement corresponde à la composition du ménage, ce qui est très important. Je te donne un exemple. Okay. J'ai un 4,5. Il m'arrive une dame avec 5 enfants. C'est dommage, mais je ne lui louerai pas le 4,5 parce que je considère que c'est trop petit pour elle. Donc, si elle fait une demande, mais que tu n'as pas de logement, un 6,5, peu importe, pour l'accueillir, malheureusement, elle ne pourra pas en bénéficier. Exactement. Tant si longtemps que tu n'en as pas un qui se libère et que tu vas la rappeler. C'est ça. Okay. On ne veut pas que les logements soient en suroccupation. Maintenant qu'on sait, bon, il faut gagner un certain montant ou moins d'un certain montant d'argent pour y avoir accès, quand on obtient, on passe au travers des démarches, on vous appelle, on obtient la subvention, ça représente combien la subvention? Comment ça fonctionne puis comment ça l'aide concrètement les gens? La subvention, elle est calculée en fonction des revenus de la personne. Okay. Donc, on va aller prendre les revenus de la personne et calculer 25 de ce montant-là. Ce montant-là, le 25 va être le coût du loyer. Okay. Auquel on va ajouter, si on est dans un HLM, il y a des frais pour l'électricité, stationnement. Donc, on va aller rajouter des charges au niveau de l'électricité, stationnement, climatiseur pour ceux qui en installent. Donc, c'est ce qui établit le coût du loyer. Au niveau des PSL, ACL, c'est un peu différent. C'est 25 quand même qu'on va aller calculer. Et suite à ça, si le client doit payer l'électricité lui-même parce que le logement n'inclut pas l'électricité, on va lui redonner un montant de subvention pour l'aider à payer ses frais d'électricité, chauffage. Fait que ça va au-delà du simple bail là, du montant du loyer. Il y a les charges autour qui sont prises en considération. Oui, pour ne pas se retrouver avec un loyer qu'on est capable de se payer, mais de l'électricité trop chère et qui débalance encore le budget. C'est exactement ça. Donc, dans la région ici, on ne peut pas parler pour les autres, mais dans la région ici, c'est qui votre clientèle cible? On parle des gens qui ont moins de 21 000 de revenus, mais est-ce qu'il y a un client cible que vous avez, un locataire cible qui revient plus souvent? C'est-tu des mères monoparentales? C'est-tu des gens sur l'aide sociale? Oui, beaucoup de personnes, en fait, au niveau des personnes âgées, c'est souvent des femmes qu'on va rencontrer. Dans nos logements familles, c'est souvent des personnes monoparentales. Là. Ça, c'est la difficulté à arriver lorsque tu es monoparentale, elle est là. Oui. J'imagine. Ouais. Donc, c'est un peu là, nos clientèles cibles, oui.
Donc maintenant, on sait c'est qui la clientèle, on sait un peu dans quel immeuble qu'ils peuvent aller, mais c'est quoi les obligations du locataire? Est-ce que ça change? Est-ce qu'il y a des choses différentes que le locataire doit avoir s'il est subventionné ou pas, disons, dans un logement? En fait, si on parle des HLM, ils ont une obligation, oui, à chaque année de nous fournir leurs revenus, qu'on puisse recalculer le loyer, parce que ça peut être variable d'une année à l'autre, et ça l'est toujours. C'est rare que les revenus vont demeurer absolument les mêmes, là. En termes d'être locataire dans un immeuble subventionné, ne change en rien les obligations, de payer de payer au début du mois, de remplir, de respecter les règlements et tout ça. Exactement. Non, c'est les mêmes lois qui s'appliquent au niveau des locataires, que tu sois dans le privé ou que tu sois locataire d'un HLM ou que tu sois bénéficiaire d'un PSL. Tu as l'obligation de payer le premier du mois, tu as l'obligation de respecter les gens autour de toi, de bien entretenir ton logement, de respecter les règlements d'immeuble, comme tu disais. C'est la même chose là qu'ailleurs. OK. Fait qu'il n'y a pas il y a pas de, je veux dire, on tombe sur toutes sortes de monde dans toutes sortes de choses. J'ai des logements, je tombe sur des gens de toutes sortes aussi, qu'ils soient subventionnés ou pas. Mais il n'y a pas justement plus de chances nécessairement de tomber avec un mauvais locataire pour un propriétaire parce qu'il est subventionné. Pas du tout. Pas du tout. Là-dessus, il faut faire attention. Là. Il ne faut pas mettre tous les gens dans le même panier. Puis c'est pas parce que tu habites un HLM ou que tu bénéficies d'une subvention que tu es nécessairement une personne à problème. C'est ça, la pauvreté, elle est présente partout, dans tous les milieux. Puis pour l'avoir vécu, on ne sait jamais quand le vent peut virer de bord et tu peux te retrouver demain matin toi-même avec des problèmes financiers. Et te retrouver dans un HLM. Quelqu'un qui obtient la subvention ou qui est en HLM, est-ce que souvent ils vont rester sur ces programmes-là ou les gens vont soit sortir parce que justement ils réussissent à avoir des revenus supplémentaires ou travailler pour faire en sorte là, de... En fait, dans les logements personnes âgées, c'est assez stable là, comme clientèle. Par contre, on a des clients là, dans la cinquantaine, dans nos logements personnes âgées, même si 50 ans, c'est très jeune. Donc, c'est des gens qui peuvent être sur le marché du travail ou retourner sur le marché du travail. Et encore là, on a des mesures là, pour les aider. Ce qui fait qu'on peut avoir un loyer qui est fixe pendant 3 ans et qui va permettre à la personne de retourner sur le marché du travail, partir de l'aide sociale, avoir des revenus qui sont décents pendant 3 ans, mais quand même conserver un coût de loyer abordable. Pour pouvoir se remettre en selle, mettons. Exactement. Et du côté des familles, il y a beaucoup plus de changements, là, de locataires qui arrivent, qui repartent. Oui, on a des listes, mais une femme arrive, elle est victime de violences conjugales, elle habite un centre d'hébergement pour victimes, elle est prioritaire sur nos listes. OK. Même chose pour quelqu'un qui passera au feu. Donc, un sinistre, pour nous, ça devient une priorité. Quelqu'un s'adresse à nous, il a besoin d'un logement, il devient prioritaire sur nos listes. C'est vraiment dans le but d'aider ceux qui en ont vraiment le plus de besoin. Exactement. Donc, s'il y a quelqu'un qui a plus de besoin que toi, ça se peut que tu passes après. Oui. OK. Une liste d'admissibilité aussi peut varier. Il arrive, pendant le mois, il arrive des nouvelles demandes. Donc, une fois par mois, on fait un comité de sélection. Les demandes sont toutes analysées à nouveau et pondérées et reclassées. Okay. Donc, c'est pas parce que tu es le premier ou le deuxième en janvier que février, ça va être le même rang sur la liste. Ça, c'est important aussi là, de le savoir. Oui. Puis est-ce que les gens savent sont combien sur la liste? Est-ce qu'ils savent, je sais que je suis 10e sur la liste, je ne risque pas d'en avoir un le mois prochain, ou je suis rendu le premier sur la liste et en théorie, il y en a un qui pourrait se libérer? La première fois que les gens font la demande, on envoie toujours la lettre qui vient là, spécifier le rang sur la liste. Après, c'est à eux, s'ils veulent connaître le rang les mois suivants, de nous appeler pour le savoir. OK. Fait que c'est pas caché. Là. Ils peuvent savoir s'ils ont accès bientôt. Et d'ailleurs, est-ce que les délais sont longs? Tu sais, mettons, une famille appelle aujourd'hui une mère monoparentale avec 2 enfants. Est-ce qu'elle va pouvoir bénéficier de l'aide? Puis là, on parle des situations actuelles, ça peut changer évidemment, mais est-ce que ça va être le mois prochain ou ça va juste aller dans un an? C'est très variable. Je ne peux même pas répondre à cette question-là. Ça dépend de ce qui se libère. Ça dépend de plein de choses qui font que c'est variable, justement. Puis, comme on dit avec les priorités, il pourrait en avoir un qui se libère, on pense que ça va être elle, finalement, quelqu'un d'autre arriverait. Exactement. Donc, ça peut prendre un certain temps. Oui. Fait que quelqu'un qui en a besoin, justement, vaut mieux faire la demande le plus rapidement possible, se retrouver sur la liste et espérer, en quelque sorte, réussir à en avoir un. Quelqu'un qui fait une demande n'est pas automatiquement accepté. Même s'il répond aux critères, il faut qu'il y ait de la place pour le loger.
Exactement. C'est souvent ce qui est le plus difficile parce qu'actuellement, des logements pour famille, on n'en a plus disponibles. OK. Donc, de toute cette partie-là qui est famille, même s'ils me font des demandes, actuellement, je n'ai rien disponible. Mais l'important, c'est de la faire, la demande. Parce que lorsqu'on a quelque chose de disponible, on ne met jamais de pancarte à louer devant Non, nos immeubles. évidemment. On a déjà des gens là, qui ont fait une demande, puis on a une liste d'admissibilité. On arrive maintenant dans la partie des propriétaires. Donc, pour un propriétaire immobilier, est-ce que c'est avantageux d'avoir des logements subventionnés? Est-ce qu'il y a des risques supplémentaires à avoir un locataire qui est subventionné? Est-ce qu'on se fait imposer des locataires par l'OMH? Quels sont les problèmes ou les solutions que l'OMH peut avoir, que le propriétaire peut avoir ou que le locataire pourrait avoir? Souvent, je te dirais, le problème qu'on rencontre, c'est le regard des gens sur la clientèle. Des fois, il ne faut pas juger trop vite non plus. Ça, c'est important. Puis, il reste toujours que si tu nous offres des logements, puis que nous, on te paye un logement, parce que ça, il y a un avantage aussi. Si on prend un logement pour nos clients, donc pendant la période où ce logement n'est pas loué, c'est nous qui le payons. OK. En fait, il y a comme deux parties. Dans un PSL, tu as la partie qui concerne le propriétaire. Donc, le locataire a un bail avec le propriétaire. Oui. On va supposer qu'il arrive de chez nous. Moi, je te contacte, j'aurai quelqu'un pour ton logement. Bon, je te l'envoie. Tu as quand même le droit de me dire, France, je ne le prendrai pas, mais tu as besoin d'avoir des bonnes raisons. Pas juste à cause de son image, mais ça pourrait être parce qu'il y a un chien, que tu ne veux pas d'animaux, ça pourrait être parce qu'il est fumeur, puis c'est des logements non fumeurs. Donc, c'est des choses que je vais quand même... Les critères standards dans un bail s'appliquent quand même. Exactement. Donc, il y a quand même des critères là, que je laisse le choix au propriétaire de me dire oui ou non. Ça, c'est sûr. Mais ça peut arriver que je te dise, bien là, Rémi, je vais reprendre ma subvention, puis je vais le transférer ailleurs. Parce que ailleurs, j'aurais une place où on le prendrait. Je peux prendre ta subvention, mais qui ne t'appartient pas, là, elle suit plus La personne. Oui, c'est ça. Donc, et je l'envoie ailleurs. Je ne vais pas t'imposer quelqu'un que tu ne souhaiterais pas. Bon, ben tu vois, c'est une des choses qu'on voyait entre autres sur Facebook. Je vais l'afficher ici. Il y avait un commentaire de quelqu'un qui disait bon, j'ai des logements, je me suis fait approcher par l'OMH. Dans ce cas-ci, c'était à Montréal. Est-ce que c'est problématique d'avoir ça? Puis là, les gens se sont mis à répondre embarque-toi pas là-dedans, embarque-toi pas dans l'OMH. C'est des problèmes, c'est des gens de toutes sortes, tu sais. Montréal vont vraiment y aller avec un bassin de propriétaires et vont continuer à travers le temps, vont garder 8 logements ici, 8 logements là. Tandis que nous, si on ne réussit pas à s'entendre avec toi, Rémi, on va tout simplement mettre fin à l'entente puis on va aller ailleurs. C'est plus ponctuel un petit peu. On aime mieux continuer avec nos propriétaires actuels que de refaire des nouvelles ententes parce qu'à chaque fois qu'on veut avoir un logement, il faut prendre une entente avec le propriétaire. C'est comme un contrat qui décrit les engagements de chacun, finalement, par rapport à ce locataire-là et à ce logement-là. Donc, on préfère toujours demeurer au même endroit, ce qui est plus simple pour nous. Mais si ça ne fait plus, c'est correct aussi. Là. Puis si ça ne fait plus, on parle aussi de ne plus faire avec le locataire. Disons que le locataire est là, il y a un logement subventionné, il se met à fumer, il y a un chien dans l'appartement, ça devient un bordel, il dérange tous les autres locataires autour qui sont des locataires standards, non subventionnés, ou qui sont subventionnés aussi. Dans tous les cas, il pourrait se voir refuser l'accès au logement ou quoi que ce soit. Bien, en fait, et c'est là que le rôle du propriétaire arrive. Si tu as des problèmes avec un locataire, c'est ton locataire. Moi, je suis là pour la subvention, pour le paiement et m'assurer que ce soit le locataire ou toi respecte les règles. Mais en tant que propriétaire, si tu as des problèmes avec ton locataire, c'est toi qui dois aller à la régie du logement pour l'expulser. Comme n'importe quel locataire. Comme n'importe quel locataire. Donc, je peux très bien avoir dans un immeuble quelqu'un subventionné, quelqu'un non subventionné, et la problématique vient de la personne non subventionnée qui a un bordel, puis je dois agir de la même façon. Puis ça, on ne peut jamais savoir. J'ai déjà eu, puis là, il n'y a pas de préjugés, mais tu sais, j'ai déjà eu des gens sur l'aide sociale que je pensais qu'ils seraient un problème, qui ont été mes meilleurs locataires, puis des ingénieurs qui n'arrivaient pas à payer à tous les premiers du mois, qui avaient toujours des retards et des bonnes raisons, puis qui faisaient un bordel. Tu sais. Exactement. Donc, on ne peut jamais prévoir, et c'est pas parce qu'il est subventionné qu'il y a plus de chances d'être un problème nécessairement que quelqu'un qui ne l'est pas. Du tout. Puis au contraire, je te dirais même que tu as des avantages à avoir un logement subventionné. Parce que le coût du loyer est vraiment en fonction des revenus de la personne.
C'est très, très rare, je te dirais, en 25 ans, j'ai rarement vu un locataire dans mes logements PSL ne pas payer son loyer. OK. Très rare, vraiment très rare. Il va payer sa portion de loyer. Oui, effectivement. Donc, il n'y en a pas de problème à le payer parce que c'est en fonction de ses revenus. Concernant le paiement du loyer, le premier du mois, on a une obligation, nous, en tant qu'office d'habitation, à verser ce que nous, on considère que le locataire n'est pas en mesure de payer. OK. Donc, on fait un calcul. On va supposer que ton loyer coûte 450. Le locataire, on calcule qu'il est capable de payer 200. Le 250, c'est l'office qui le paie directement au propriétaire le premier du mois. C'est un avantage pour vous autres. Le deuxième avantage que vous avez, c'est si la personne déguerpit, ce qu'on ne voit pas beaucoup ces temps-là, là, avec la pénurie de logements, mais ça pourrait arriver. À ce moment-là, ça vous garantit que le loyer va être payé par nous, là. La totalité? Oui, ou en OK. totalité. En totalité. Et vous allez payer la totalité, mais vous allez aussi essayer de remettre quelqu'un, de réutiliser le loyer Oui. dans le but de subvenir à une autre famille. Exactement. Le fait d'avoir un loyer subventionné aussi pour un propriétaire, moi j'ai 77 portes. À chaque année, entre le 1er janvier et le 31 mars, je vais porter une augmentation pour suivre le coût de la vie. Évidemment, tout augmente. Cette année, mes taxes ont augmenté de 50 sur les 2 dernières années en certains temps. Donc, éventuellement, ces coûts-là, il faut qu'ils soient redistribués. Donc, quand que la personne a accès à une subvention, est-ce que l'augmentation de loyer reste exactement la même chose, le même principe, le même... À la base, il faut comprendre que les augmentations de loyer permises sont celles données par le tribunal administratif du logement. OK. Si un propriétaire, en cours d'année, a des augmentations majeures de taxes ou a fait des travaux majeurs, il y a toujours un formulaire qui peut être complété sur le tribunal administratif du logement qui permet vraiment, là, pour nous, les offices, de venir voir qu'effectivement, il y a eu des travaux majeurs, il y a eu une augmentation des taxes qui fait que le coût du loyer ne sera pas augmenté nécessairement en fonction du tribunal administratif, mais plutôt en fonction des coûts que le propriétaire doit encourir là, dans l'année. Donc, on peut pas faire ce qu'on veut, mais quand on arrive avec des chiffres et qu'on arrive avec des preuves, habituellement, il n'y a pas de problème. C'est important pour les propriétaires de comprendre que dans l'entente qui nous lie, vous avez des obligations envers votre locataire, mais aussi envers nous. Donc, OK. si vous transférez votre propriété, OK. vous Donc, vendez, je vends. vous devez nous en aviser OK. dans un délai raisonnable là, pour pas que nous, on se retrouve à vous faire des paiements puis que l'autre n'en a pas finalement. OK, parce que là. c'est viré directement dans mon compte, donc Exactement. il faut le savoir. Puis Oui. d'ailleurs, moi, si je vends un immeuble, est-ce que je suis dans l'obligation de divulguer qu'il y a des loyers subventionnés ou ça ne change rien? Tu le dis, mais ça ne change rien au final, là. Il est obligé, lui, l'entente qu'on prend ensemble, par exemple, si je prends l'entente avec Rémi Bergeron, l'entente qui nous lie, elle va suivre ton transfert, ta vente de bâtiment. Il est obligé de respecter notre entente. L'entente qu'on prend, regarde, c'est un maximum de 5 ans qui peut être renouvelable, là. Même chose aussi au niveau de la correspondance. Si tu envoies de la correspondance à tes locataires qui sont subventionnés, je dois la recevoir aussi. Je dois être au courant des augmentations de loyer que tu fais. OK. Je dois être au courant aussi si ton locataire cause des problèmes. Mettons que j'envoie une mise en demeure pour quelque chose, Oui. j'envoie une copie à vous aussi. Oui, toujours, toujours. Pour un propriétaire, mettons j'ai un 6 logements, est-ce que c'est avantageux de dire je vais éventuellement, l'office en a besoin, je vais mettre mes 6 logements en subventionné, ou je vais en offrir juste un, ou ça ne change rien du tout, ou il va y avoir une rotation de toute façon? Il faut comprendre aussi que si tu as un 6 logements, le maximum que moi je peux subventionner, c'est 50 de ton immeuble. OK. Donc, on ne peut pas aller à plus que ça. Puis, justement, est-ce que tous les types de logements sont admissibles? Puis, est-ce qu'il doit y avoir des critères précis? Moi, mettons, je vous appelle, puis je dis, écoute, j'ai 3 logements qui viennent de se libérer, je peux les louer demain matin à des gens non subventionnés, ou est-ce que vous en avez besoin pour louer à des gens? Est-ce que mes logements vont être automatiquement sélectionnés ou il y a des critères? Il y a des critères, je te dirais, écoute, on veut que le logement soit en bon état, c'est certain. Normalement, on fait une visite du logement, on s'assure OK. que le logement est en bon état. Mais règle générale, on n'est pas tant difficile que ça, là. Non. Bien, France, je pense que de mon côté, c'est ce qui met fin aux questions. En fait, ça m'a éclairé moi-même beaucoup. Puis,
Fait intéressant, c'est que ça fait maintenant bientôt 10 ans en février que je vais avoir des logements, puis je n'avais jamais eu un logement subventionné. Oui. Et pendant qu'on préparait cette capsule-là, on en est venu qu'à faire les démarches. Ça m'a fait un peu comprendre justement qu'est-ce qu'il en était. Effectivement, ça n'a rien changé au niveau de ma façon de faire ou quoi que ce soit. Ça vient juste en aide à la personne pour pouvoir se redresser un petit peu. Donc, je trouve que c'est un fait très intéressant. Puis les gens qui en ont besoin, mais certainement, ça peut faire une grande différence. Oui. Donc, merci beaucoup de nous avoir éclairés. Hey, ça me fait plaisir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris des choses. J'espère aussi que ça va servir à faire tomber des préjugés sur cette clientèle-là. Tout le monde a le droit d'avoir un toit sur la tête et quand c'est des gens qui ont besoin d'aide et qui vont chercher de l'aide, eh bien, il y a quand même des situations qui peuvent sortir gagnant-gagnant. Si tu veux en apprendre plus sur l'immobilier, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Et comme toujours, si tu as apprécié le contenu, tu peux aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Et si tu veux commencer à investir en immobilier, il y a un lien en description qui pourrait t'intéresser. Merci de ton écoute, bon succès, à la prochaine!